Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Texas Chainsaw en 2D. L'histoire. Une jeune femme découvre qu'elle vient de recevoir un héritage d'une grand-mère inconnue. Sa famille d'adoption lui révèle alors qu'elle est issue d'une famille de dangereux psychopathes qui sévissaient dans le Texas dans les années 1970. Elle décide de s'y rendre avec ses amis pour découvrir la maison qu'elle a héritée. Sur place, ils vont faire face à un dangereux maniaque avec une tronçonneuse, bien décidé de continuer ses terribles méfaits. Très bien. Ce film a été beaucoup décrié sur YouTube et aussi sur d'autres sites internet. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Cependant, mon avis, après l'avoir revu, que j'avais déjà vu il y a presque 2 ans en téléchargement, non, je crois que c'était même il y a un an et demi en téléchargement, je n'avais pas pu aller le voir au cinéma où il était présenté en 3D, puisque la programmation a duré à peine 8 jours en 3D dans ce cinéma, là où j'habite, à Bourges. Et quand j'ai voulu y aller la semaine suivante, il avait disparu. Tout simplement, restait qu'une semaine à l'affiche, c'était vraiment incompréhensible. Après, je trouve ça dommage que ce film n'ait pas fonctionné, parce que, bon, même si la 3D, visiblement, et c'est expliqué dans les bonus du DVD, en fait, qu'ils n'ont pas pu exploiter comme ils auraient voulu pour avoir une 3D optimale, c'est-à-dire en relief, pour raison de budget. Dans le film, il est révélé qu'il y a 1 ou 2 effets en relief, et le reste étant vraiment une 3D vraiment au rabais. Dans ce film que j'ai vu en 2D, j'ai bien sûr deviné exactement les passages supposés en 3D. Et effectivement, c'est vraiment un film qui a été, n'a pas eu une 3D optimale. C'est dommage, parce que là, il y avait matière, justement, avec la tronçonneuse. Je pense à la scène dans le cercueil. Il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus, sur cette 3D. Bon, le budget n'a pas suivi. Alors, pour cette version 2D, mon avis général, c'est que c'est un assez bon film. Le scénario est plus ou moins bon, parce que, il y a des énormes failles, tout simplement, d'écriture. Et je vais y revenir. Pour l'instant, je vous donne mon impression d'ensemble, tout simplement. Le rôle, plutôt l'interprétation des actrices et des acteurs. Je mets en bien sûr, bien évidemment, parce qu'elle est si magnifique, si formidable, si jolie, si sexy, si douce, si méchante. Non, méchante à la fin, mais si si bombasse. Alexandra Daddario, qui est encore là,
joue vraiment mieux que tout le monde. Son doublage, je pense qu'en français, il y a beaucoup contribué, puisqu'il colle bien à son personnage. Les autres, par contre, acteurs et actrices sont vraiment, pour moi, insignifiants. Sont plutôt mal doublés, j'ai trouvé. Vraiment, mis à part peut-être l'avocat, ou c'est le notaire, le gros avec la moustache là au début, et qu'on voit après dans la scène du bar, qui est bien doublé, puisque sa voix correspond à son gabarit. Franchement, le reste du doublage français n'est pas terrible du tout. Ça fait un peu des voix qui ne collent pas vraiment, et voire qui sont même idiotes. Mine de rien, j'ai remarqué sur YouTube que les critiques comme moi ne parlent jamais du doublage, c'est-à-dire de la post-synchronisation en français. Et c'est vraiment capital, je le redis encore une fois. Si c'est mauvais, vous aurez pratiquement assurément un film mauvais. Ou au moins ça vous gâchera le plaisir, parce que ça sonnera très mal à vos oreilles. Et je suis étonné pourquoi personne ne parle de doublage. Je constate qu'il n'y a que moi. Bon, tant mieux, hein, dans un sens, tant mieux pour moi. Et ce qui est la post-synchronisation, c'est vrai qu'ici, en France, hein, on considère le fait que c'est acquis, hein, voilà, c'est normal. Hein. Bon, on est quand même un des rares pays dans le monde à avoir ceci. Hein. Je n'ai pas vraiment connaissance des autres, mais le doublage français est quand même réputé mondialement parce que ce sont vraiment des acteurs et des actrices qui sont performants. Je prends au hasard, hein, tiens, Robert De Niro, sa voix interprétée par comment il s'appelle, Jacques France, il me semble. Et depuis que je donne vraiment un exemple, hein, depuis que j'ai suivi ces films avec cette même voix d'acteur, hein, tous les films de De Niro, et un film où il a été changé. Vraiment, c'est vraiment radicalement, c'est vraiment un coup de massue sur le doublage dans L'Ordre et la Loi, hein, avec Al Pacino. Et là, putain, là, je peux vous garantir que ça fait vraiment un choc, parce qu'on est tellement habitué à la voix d'acteur où je prends De Niro, ou je prends par exemple, tiens, hasard, Elisa Dushku, mon actrice préférée. Et c'est sûr que je peux vous garantir que, eh bien, l'effet est vraiment, ça fait un effet terrible, parce que ça vous gâche tout le plaisir que vous avez à suivre l'actrice ou l'acteur en question. Voilà, bon, c'est un aparté que je fais sur le doublage français, mais quand même, c'est super important, je trouve, d'en parler et de constater que c'est un état des faits. Mauvais doublage, quasiment assuré, mauvais film. Les effets spéciaux, maquillage. Bien. C'est assez gore, voire même parfois très gore. C'est bien réalisé, mis à part un effet pas terrible du tout que j'ai trouvé à la fin, au combat final entre Leatherface et le maire de la gentille bourgade où ils sont. J'ai oublié le nom de cette bourgade texane. Bref. Bon, là, on voit vraiment que c'est du CGI, hein, comme on dit en américain, hein, de l'effet numérique ajouté. J'ai vraiment pas trouvé ça terrible.
mis à part ça, le reste vaut quand même, voilà, je ne dirais pas pesant d'or, mais voilà, son gain de cause encore moins, mais je dirais, ça vaut quand même, voilà, la normalité de ce que l'on peut attendre de ce genre de film. Et l'ambiance d'ailleurs générale dans ce film, ben, j'ai trouvé qu'elle était quand même bien observée. Le réalisateur a quand même voulu faire quelque chose de le plus fidèle possible à l'ambiance de Massacre à la tronçonneuse, en observant tout ce côté eh bien glauque, hein, et de cette tension, hein, qui est propre à ce film, notamment toutes les scènes dans l'obscurité et eh bien les jeux de lumière aussi qui sont pas mal, ce qui m'amène à parler aussi de la photographie du film, qui est pour moi primordiale comme pour le doublage. Là encore, si vous avez une mauvaise photographie, ça vous fait un film pourri, même si le scénario est brillant. Là, dans ce cas-ci, le scénario n'est pas forcément brillant, mais le reste, tout ce qui est photographie, cadrage, jeu de lumière et voilà, les couleurs du film en général, hein, sont bien, j'ai bien apprécié. La musique même du film, ouais, pas trop mal. C'est sans plus, hein. Si je compare par exemple le remake de Massacre à la tronçonneuse, hein, avec Jessica Biel, Jessica, là où vous aviez une ambiance vraiment très glauque, avec une musique pesante et qui était vraiment un bijou du genre. Pour moi, c'était vraiment un chef-d'œuvre, ce film. D'ailleurs, je voudrais bien le revoir en parlant de ça, hein, si possible en édition DVD collector, voire édition ultime collector, encore mieux, avec des bonus à foison, Jessica Biel, avec son t-shirt mouillé, bref, bon, je m'égare, et Alexandra Daddario est aussi magnifique, hein. Là, il y a une atmosphère assez glauque, mais pas plus que ça. Ouais. C'est assez dilué quand même, j'ai trouvé, pour moi, hein, d'après ce que j'ai ressenti. Maintenant, je vais revenir au scénario. Ben oui, il y a des choses qui m'ont pas plu. À commencer, bon, mis à part quand même certaines scènes qui valent le coup, hein, comme la scène d'introduction et aussi de fin. Là, la principale faiblesse de ce film, c'est en fait que comment se fait-il et comment m'expliquer pour les personnes qui l'ont vu, alors pour ceux qui justement ne veulent pas en savoir plus, voyez ce film, je vous le conseille. Pour les autres, merci de rester. Comment pouvoir m'expliquer, s'il vous plaît, par quel miracle et quelle tout simplement explication que après avoir réduit en cendres, hein, je parle de la scène du début, réduit en cendres cette ferme des Sawyer, par quel moyen, par quel procédé Leatherface
s'est enfui. Et il s'est enfui pour se retrouver dans ce manoir de cette grand-mère. Alors là, c'est vraiment la question que je vous pose. Bon, moi, je veux toujours comprendre le pourquoi du comment. Et là, eh bien, il n'y a pas d'explication, même dans les bonus. Mais attends, quoi. Le bonhomme, il est balèze, qu'on peut pas le louper, quoi. Forcément, si la maison brûle, on le retrouve quelque part. À moins qu'il se soit enfui, mais par quel moyen et par quelle porte. Et surtout, voilà, d'où vient cette grand-mère qui est pendue là, comme ça, dans l'histoire. Et c'est très vaguement expliqué, en plus, même dans les bonus, que ce serait en fait la mère de Loretta, la mère biologique qui est morte dans l'incendie, enfin, dans l'attaque de la ferme des Sawyer, parce que, eh bien, le père adoptif de Alexandra lui a mis un coup de pompe dans la gueule. Et se serait présenté comme étant eh bien, la grand-mère de la mère biologique. Ouais, il fallait bien qu'il trouve une explication. Mais encore une fois, comment se fait-il que dans le scénario, elle n'ait jamais entendu parler de sa grand-mère et qui d'un coup comme ça débarque et puis lui lègue le manoir. Non, je peux pas adhérer à ça. C'est vraiment énormément trop gros à gober. c'est vraiment voilà, deux grosses faiblesses du scénario que je ne peux pas laisser passer. Bon. Et puis la fin aussi. Ça, c'est paradoxal. Ouais. C'est expliqué, d'accord. L'action est logique ensuite. Mais dans un sens, je suis très tiraillé quant à eh bien, l'adhésion à l'idée que, en fait, eh bien, comme c'est une Sawyer, malgré qu'elle ait failli se faire tuer par son cousin Leatherface, que, comme quoi, eh bien, elle prend la relève de sa grand-mère décédée et que, eh bien, voilà, il suffit simplement de s'occuper de son cousin en lui apportant sa bouffe sur un plateau. Et comme ce cousin, il a le sens de la famille, et que comme, eh bien, il l'attaquera jamais. Parce qu'il faut bien fermer la porte à clé et le laisser dans sa cave comme un rat. Ben non, je peux pas aussi adhérer à cet état de fait, enfin cette conclusion, même si le final, quand eh bien, le cousin ferme cette porte coulissante métallique, d'ailleurs donnant un coup d'œil direct au premier film et aussi au remake, où il y a ce même geste, non, j'arrive pas à y croire, quoi. Je suis désolé, messieurs les scénaristes. C'est une idée que je ne peux pas avaler. Attends, elle a risqué sa vie, puis comme quoi, comme c'est une Sawyer, voilà, elle s'occupe de son cousin. Non, tout ça sonne beaucoup trop faux. Et surtout, pourquoi elle n'a pas ouvert la lettre dès le départ, la lettre en fait, d'héritage, où la grand-mère lui fait
du manoir, et surtout lui explique l'histoire du cousin, ce qui est fondamental dans la suite du déroulement de l'histoire. Mais peut-être que je cherche trop la petite bête, hein, comme à mon habitude, et que vraiment le scénario là-dessus, c'est vraiment... pour moi, ça sonne pas juste, quoi. C'est pas logique. Vraiment, bon, qu'elle soit excitée de voir le manoir, d'accord, mais enfin, la moindre des choses, si elle avait été logique dans l'histoire, cette fille, ça aurait été au moins de regarder la lettre d'héritage pour voir de quoi ça parle, bordel. Bon, c'est mes grands regrets quant à ce scénario, qui ne tient pas vraiment la route, et voire même, par moment, ne tient pas la route. Bon, maintenant, je vais vous parler, comme à l'habitude, eh bien, je vais vous présenter le DVD en lui-même. Alors, c'est l'édition de chez Metropolitan. Alors, sa version intégrale. Bon, il n'y a pas plus de beaucoup de minutes que ça. C'est pas un DVD qui dure 2 heures. Bon, pour la petite histoire, il m'avait pas coûté cher d'ailleurs celui-ci. Je l'avais acheté au mois d'août 2014, pour l'info, pour un montant de 3,90 € en occasion. Le disque, il est pas mal, c'est glauque, voilà. Ça, j'aime ça, voilà. On voit différentes têtes. Alors, c'est des têtes, en fait, c'est des masques de Leatherface, qui sont en fait cousus, c'est cousu de peau humaine, prélevés sur différentes têtes. D'ailleurs, à ce sujet, une de mes scènes préférées dans ce film, avec aussi, je dirais, quand il découpe en deux un des copains de cette charmante Alexandra, où c'est gore, c'est la deuxième meilleure scène du film, c'est celle-ci où il découpe le visage de l'assistant du shérif. Voilà, c'est gore d'ailleurs. Et après, il se coule le visage avec la tête de l'adjoint du shérif. Bon, j'ai trouvé que c'était une bonne, une de mes, enfin voilà, avec celle la scie qui coupe en deux le corps. Voilà, les deux meilleures scènes du film. Et ouais, là c'est vraiment, ça fait glauque, sur des visages comme ça posés sur une étagère. Ça fait chouette. Maintenant, qu'est-ce que nous avons de bon dans ce DVD? Eh bien, il y a du petit bonus. Ouais, bon, c'est pas formidable, mais c'est mieux que rien. À tout casser, je crois que c'est 3/4 d'heure de bonus, à peu près dans cette durée. Vous avez des buts alternatifs, massacre en héritage, retour à la scie, la vieille demeure, tout ça c'est des documentaires. Le casting de La Terreur, les lumières, caméras, massacre, voilà, saignante la viande et massacre express. En gros, 3/4 d'heure de bonus. Maintenant, la durée du film, c'est 1h27 minutes. Bon, c'est la norme de durée pour les films d'horreur. C'est dans ces eaux-là. En langue, vous avez anglais-français. Format image, vous avez un 2.40, 16 neuvième compatible 4/3. Sous-titres en français, piste son, français et anglais en 5.1 et le tout en Dolby Digital, ce qui est bien pour les personnes ayant un home cinéma. Voilà. Bon, derrière c'est marqué une phrase de Toby Hooper. Voilà, ici. Mais pas celui qui a fait le film. C'est celui qui avait fait le premier film.
de 1874. D'ailleurs, ce sera ma prochaine critique de film consacré à Massacre à la tronçonneuse, puisque je vous parlerai justement du film de Tobe Hooper. Et alors il dit incroyable, enfin il disait incroyable, c'est une suite parfaitement terrifiante du film original. Oui, dans un sens et non dans l'autre, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, eh bien, voilà, je n'ai pas de petite chronique, le saviez-vous, juste une information, une précision par rapport à ce Texas Chainsaw 3D, hein, ou Massacre à la tronçonneuse 3D, hein, au Québec. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un remake ou un prologue, comme les deux précédents volets, mais c'est d'une suite directe à l'original de Tobe Hooper, hein, sorti en 1974. Cette suite intervient donc 39 ans après le premier Massacre à la tronçonneuse et 10 ans après le remake de Marcus Nispel. Bon, le film met en scène les acteurs, hein, Alexandra Daddario dans le rôle d'Ever, hein, charmante d'Ever, et Tanya Raymond dans le rôle de Nikki, sa meilleure copine. Le chanteur Trey Songz dans le rôle de Ryan et l'acteur Dan Yeager dans le rôle de Leatherface, qui livre là une prestation quand même honorable et fidèle au personnage de cette gueule de cuir, hein, c'est la traduction en français, juste au niveau de la corpulence, pour moi il n'est pas assez massif, hein, par rapport par exemple à Gunnar Hansen, hein, dans le premier. En parlant de celui-ci d'ailleurs, je vous signale qu'il a fait une caméo au début du film, hein, et malheureusement il est décédé en début novembre 2015. Je vous parlerai ultérieurement d'ailleurs lors de ma prochaine vidéo, hein, à son sujet. Je vous donnerai plus d'informations complémentaires et lui ferai un hommage aussi également. Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est sûr que c'est une suite par rapport à la scène d'intro, hein, puisque voilà, ça correspond bien avec la fin du premier, hein. C'est logique, mais pour moi le reste, encore une fois, je ne peux pas avaler certaines choses, comme je vous ai déjà expliqué. Faut savoir que bon, c'est un film, alors la fiche technique du film, hein, c'est un film américain, hein, réalisé par John Lusenhop, sur un scénario de Kirsten Helms et Adam Marcus. Voilà, est sorti au cinéma en cet été 2013. Donc je n'ai pas la date exacte, hein, je vous la mettrai, hein, comme d'habitude, hein, en dessous de ma vidéo, hein, dans l'onglet à propos, hein, n'oubliez pas d'aller voir. Présenté comme un film d'horreur, oui, assurément, d'une durée de 92 minutes et distribué par les sociétés Lionsgate Film, New Image Films et Twisted Pictures. Twisted Pictures, si vous êtes attentif, qu'on le retrouve dans la saga des films Saw. À moins que je me trompe, mais je pense que j'ai bon. Si vous trouvez que j'ai pas bon, ben, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, encore une fois, en dessous de la vidéo. Et voici ce qui conclut sur eh bien, ma longue critique de Massacre à la tronçonneuse en 2D. Je vais vous donner ma note finale, bon, sur le film et le DVD en lui-même.
Je vais quand même mettre un, un, un 13 sur 20. Parce que quand même l'ensemble est assez honorable. Ils ont été honnêtes quand même de respecter certaines choses essentielles de l'œuvre originale. Vraiment, ils ont fait... après, pour moi, le reste du scénario ne m'a pas du tout convaincu, je le redis encore. Mais cependant, il faut dire qu'il y a de bonnes choses, et même d'assez bonnes choses, quand même. Faut pas le renier. Voici ce qui conclut cette vidéo. Je vous conseille de voir ce film, encore une fois, ou de le revoir si vous le trouvez en occasion ou en neuf, même si vous voulez l'acheter. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas, encore une fois. Partagez et regardez mes autres vidéos. Suivez mon actualité sur mon compte Twitter, L'Après-Ciné, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.